Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau live. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Hey, salut Justine. On est en live avec Justine, qui est l'experte, une des expertes du mois d'août. Hey, coucou. Tu m'entends Comment bien? vas-tu? Je t'entends bien et toi? Ok, ouais, très bien. Comment vas- Bienvenue, ça me... Eh ben, je vais bien. J'ai passé une très bonne journée. J'ai fait plein de choses différentes, mais voilà, je me suis occupée aussi de la maison. J'ai rempoté des plantes. Ça faisait longtemps que je voulais le faire, donc je suis super contente. Voilà. Et toi, comment ça va? Eh ben super, écoute, j'ai fait plein de choses aussi aujourd'hui, puis nous voilà réunis, donc c'est super. Ouais, je suis super contente de te rencontrer enfin. Je vais mettre un peu plus fort, voilà. Et de parler donc de ce sujet. Donc toi, tu as partagé une formation au mois d'août sur pawa.school. Donc elle est déjà accessible. Si vous êtes abonné, vous pouvez vous connecter et accéder à la formation de Justine. Et donc c'est sur le thème du dharma. Donc tu vas nous en dire un petit peu plus, mais on va surtout prendre le temps d'échanger, d'apprendre un petit peu plus à te connaître, à découvrir ton parcours et puis ce que tu fais aujourd'hui pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. Voilà. Donc peut-être bienvenue aux personnes qui nous rejoignent. Merci d'être là. Et n'hésitez pas, j'en profite pour rappeler, le live est interactif, donc voilà, c'est une discussion, mais c'est ouvert. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ce sera avec plaisir d'échanger sur ce sujet-là. Donc Justine, peut-être si tu veux commencer par te présenter. Oui. Donc moi c'est Justine, ou il y en a qui me connaissent sous le nom de Savitri, qui est mon nom hindou, donc je suis astrologue védique. Alors pour beaucoup ça peut peut-être rien dire, mais l'astrologie védique, c'est l'astrologie qui est tirée donc des sciences védiques, d'où vient le yoga qu'on connaît en Occident. Donc, c'est une astrologie qu'on nomme Jyotish, la science des lumières, et qui est un petit peu particulière parce qu'elle est vraiment imprégnée dans la culture védique et dans la culture yogique. Et il y a quelques différences avec l'astrologie occidentale que l'on connaît nous en Occident. Donc, sans parler du nom des planètes, on a aussi beaucoup de choses qui sont liées à la culture védique. On travaille beaucoup avec les divinités, pour certains qui connaissent, mais aussi les mantras. On travaille vraiment avec l'essence du yoga, finalement, avec toute la culture qui va de soi. Le Jyotish a le gros avantage d'être une science sœur de l'Ayurveda et du Vastu. Donc peut-être que l'Ayurveda, ça doit plus parler aux gens qui nous écoutent parce que ça commence à se démocratiser en France en tout cas. Donc l'Ayurveda qui est la science de la vie et qui est, pour faire très simple, un peu la médecine traditionnelle indienne et qui a des vertus fabuleuses. Je crois que vous avez d'ailleurs une formation en plus sur la power. Oui, ouais, ouais, ouais. Je regardais juste parce que j'ai l'impression que ça coupe un peu quand tu parles. Je sais pas si c'était mes écouteurs, mais ou pas, mais j'ai l'impression que ça, tu vois, ça hache un peu. Donc je sais pas si c'est moi, s'il y a des personnes qui peuvent nous dire si vous entendez bien, Justine, parce que c'est peut-être moi. Hein. Je crois que mes écouteurs, parfois, ils marchent pas bien. Je vais les remettre. Je sais pas si c'est ça ou si c'est la connexion. Je sais pas trop. Bienvenue pour les personnes qui nous rejoignent. Pour l'instant, on n'a pas de retour. Alors normalement, je suis en 5G. Ok, Normalement, je peux avoir, enfin, j'ai la fibre, normalement, ça devrait fonctionner. ok. Après, j'essaierai de me mettre en data si je ne reçois pas bien. Ouais, c'est bizarre. En fait, ça hache un peu, mais je vais enlever ça. Tant pis, j'ai un moins bon son. Essaye de reparler pour voir. Alors, dis-moi, est-ce que là, ça hache parce que tu m'entends bien? Non, ça hache encore. Alors,
Ok, donc Justine va nous rejoindre. Je vais remettre du coup moi mes écouteurs parce que visiblement ils fonctionnent et c'est quand même mieux pour le son. J'ai perdu. Ouais, ok, t'as changé de connexion, c'est ça? Oui, et du coup, on s'est perdu. Est-ce que là, tu m'entends mieux? Ben ça refait pareil, c'est bizarre. Ah, c'est bizarre parce Alors il y a quelqu'un qui nous demande si tu es à Bali aussi, Justine. Donc je ne sais pas quel est ton prénom, mais si tu peux nous dire si t'entends bien quand Justine parle, parce que je sais pas si c'est moi ou elle en fait. Ah, Justine est repartie, donc on ne pourra pas faire le test. Mais Deva 2468, si tu peux nous dire si tu entendais bien Justine ou si vous aussi ça hache. C'est très bizarre comme sensation. C'est pas vraiment une sensation, si c'est un peu une sensation quand même. Je vais re-accepter Justine. On a des petits bugs en ce moment hein, pour faire les interviews, c'est compliqué. Donc, je suis revenue. J'ai Ok. bien reçu la question. Alors, je sais pas si... Ouais, alors continuons. Ça vient de Justine, mais on peut entendre si elle parle plus lentement. Ok. Ok. Bon, bah Eh ben, peut-être parle plus lentement. On va essayer comme ça. Ça a l'air de continuer à hacher. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Mais bon, il y a des petits problèmes techniques avec Instagram. La dernière fois, c'est pareil. On a galéré pour faire le live, donc faisons avec. Donc il y avait juste Deva2468 qui demandait si tu étais aussi à Bali. non, j'aimerais beaucoup, mais non. Je suis en France. Ok. T'es dans quel coin? Je suis à la frontière avec la Suisse, vers Thonon. Ok. Et Super. voilà, personne dans le coin qui aime la montagne et les lacs. Hmm. Génial. Et alors oui, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Oui, on a une initiation à l'Ayurveda qui est faite par Rita, qui est super. Vous pouvez aussi retrouver l'interview que j'ai fait avec elle en IGTV sur le compte de Pawa. Et voilà, elle est vraiment géniale. Donc oui, on a bien une initiation et on a bientôt une initiation à la médecine chinoise. Comme ça, on aura les trois grande médecine traditionnelle reconnue par l'OMS, on va dire ça comme ça. Et donc oui, ça arrive dès demain, 1er septembre, voilà. Donc on sera au complet. Et voilà, je te laisse reprendre là où tu en étais. Donc tu nous expliquais ce qu'était l'astrologie védique, ce que tu pratiques. Donc, comme je disais, l'astrologie védique est très différente de l'astrologie tropicale que l'on connaît en Occident. Et l'astrologie védique s'associe du coup à l'Ayurveda et au Vastu, qui est la science de l'habitat. L'astrologie Jyotish, on parle souvent d'une astrologie karmique parce que le karma, c'est un terme qui est très important dans la culture védique et dans le yoga. Et je pense que c'est un terme qu'on emploie beaucoup en Occident. Et en tout cas, c'est pas vraiment une astrologie karmique, mais disons que c'est une astrologie qui va prendre en compte notre karma des vies passées, le karma et les possibilités que l'on a dans cette vie-là, et les éventualités pour notre futur. Et à travers différents remèdes, qu'on appelle des upayas, on va pouvoir en fait soulager notre karma pour du coup avancer plus légèrement sur notre chemin de vie, tout simplement. Hmm. Ok. Donc, dis-moi. Ouais. Non, vas-y, je t'en prie. Une façon très simple de comprendre, en fait, c'est que dans la culture védique, on va parler de trois choses super importantes dans la vie de chaque être humain. Il y a trouver un but à sa vie, donc ce qui va être associé au dharma. On va avoir cette idée de faire quelque chose qui est juste, qui est honnête,
qui correspond euh, à quelque chose de bien, en fait, tout simplement. Ça, c'est le karma, qu'on connaît un peu tous. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. En gros, c'est un peu le mantra. Et après, on aurait dukkha, qui là, c'est la souffrance. Et là, on pourrait faire intervenir l'Ayurveda et les doshas et essayer du coup de comprendre en fait pourquoi est-ce qu'on a toutes ces souffrances en fait dans nos vies, toutes ces choses qui se passent en nous, pourquoi est-ce qu'on doit vivre ces challenges. Et du coup, en comprenant ces trois axes, dharma, karma et dukkha, on arrive à avancer et à être du coup en fait plus heureux et plus aligné dans notre mission et dans cette vie. Hmm. Ok. Donc, si je comprends bien, en tout cas, l'astrologie que tu pratiques, donc l'astrologie védique, ça fait vraiment partie quelque part de la tradition, ou en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui se fait en parallèle de l'Ayurveda, ou en tout cas vraiment de la tradition indienne. Carrément, ça se fait même en association. Par Ok. exemple, si tu es praticien ayurvédique, tu peux contacter un astrologue védique pour regarder le thème de la personne et voir quels vont être le karma en jeu et comment est-ce qu'on va pouvoir traiter la personne. Parce que parfois, il y a des remèdes qui vont pas être physiques de l'ordre du Hmm. traitement ayurvédique, du massage ou de la plante, mais plutôt des remèdes de l'ordre de la charité, de l'ordre de l'action individuelle. Donc ça va être par exemple nourrir des animaux ou prendre soin des enfants, monter une association. Ça va être ce genre de choses qui vont en fait interagir avec notre karma et qu'on ne pourra pas changer si on fait qu'un traitement ayurvédique. Hmm. Ok, donc c'est vraiment complémentaire et ça fait vraiment partie de cette même culture, de cette même tradition finalement, qui a donné donc tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Et comment est-ce que comment est-ce que tu as découvert ça en fait? Est-ce qu'on peut revenir un peu à la genèse? Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours fait partie de ta vie ou est-ce que c'est arrivé? Comment est-ce que c'est arrivé? J'aimerais bien connaître un peu plus ta rencontre avec cette science. Je ne sais pas si on peut appeler ça une science. Ce sont des sciences. Moi, Ok. j'appelle ça science védique parce que, pourquoi le terme science? Parce qu'il y a vraiment cette idée de réflexion et d'expérimentation. Et pour moi, la science, c'est l'expérimentation. Et nous, ici, on expérimente la vie et on expérimente du coup la santé et le karma. Je sais que les scientifiques, peut-être plus cartésiens, sont pas d'accord avec moi, mais Hmm. en tout cas, c'est le terme que j'aime employer. Pour parler de ma rencontre avec ces sciences, alors j'ai eu la chance de toujours avoir baigné dans un milieu un peu holistique. Ayant une tata qui était très spirituelle, j'ai toujours eu la chance de baigner autour de la, de la chrétienté, pardon, autour des plantes médicinales aussi. Même si l'Inde était très très loin de moi, j'ai toujours une affinité pour le bouddhisme. Et arrivée en Australie il y a quelques années, je suis tombée malade et sur place, la médecine ayurvédique était très reconnue. Et j'ai eu la chance de qui m'a soignée, avec qui j'ai commencé à aller un petit peu plus loin dans ma pratique du yoga que j'avais déjà introduit après un premier voyage en Inde, un petit peu plus jeune. Et l'Ayurveda m'a tellement fait du bien que ça me semblait logique d'en apprendre encore plus. Donc, je suis partie en Inde, je me suis formée au yoga, je me suis formée à l'Ayurveda, au bol chantant. J'ai rencontré des maîtres, je me suis formée à la respiration, donc au pranayama, qui est encore une fois une technique incroyable. Je me suis formée au massage. Et de fil en aiguille, il s'est avéré que j'ai rencontré le Jyotish dans mes lectures, notamment ayurvédiques, puisque on fait énormément de parallèles entre l'Ayurveda et l'astrologie. Et j'ai voulu m'y intéresser un petit peu. Et je me suis fait aspirer par la passion du Jyotish. Et depuis, je suis dedans tous les jours. C'est ma passion. Je me forme continuellement. Et voilà. Hmm. Hmm. Et donc oui, quelque part, ça a toujours fait partie de toi et de ta vie, puisqu'il y avait cette famille et puis ce cocon familial, cette éducation, j'imagine, cet attrait pour la nature, le bien-être, l'alimentation, les plantes, comme tu le disais.
Donc c'est venu finalement assez tôt sur ton chemin. Il n'y a pas eu de vie. Enfin ça, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez continu. Il n'y a pas eu de rupture à un moment où voilà, tu as changé de vie et tu t'es dirigé vers ça. C'était assez présent tôt. Il y a eu un changement de vie quand j'ai quitté la France, où j'ai compris qu'il fallait que je voyage. Ça a été le point de rupture qui m'a permis de rencontrer en fait l'Ayurveda et d'aller plus loin dans mon évolution personnelle. Après, je pense que des points de rupture, on en a toujours à chaque étape. C'est juste qu'à chaque fois, on revise quelque chose et c'est toujours un nouveau point de rupture. Et c'est assez intéressant de voir comment ces points nous font évoluer vers le haut et nous tirent vers plus. Mmh. Mmh. Et alors, donc tu disais que voilà, tu es partie en Inde, tu t'es formée au yoga, au massage, à l'Ayurveda, donc au pranayama. Donc il y a vraiment toute cette culture en fait autour de ces pratiques traditionnelles indiennes. Et puis tu as découvert donc l'astrologie védique. Et qu'est-ce qui t'a plu particulièrement là-dedans? Qu'est-ce qui te plaît même encore aujourd'hui? Entre guillemets, pas plus que les autres pratiques, mais tu vois, qu'est-ce qui t'a vraiment interpellé là-dedans, plus que peut-être le yoga ou l'Ayurveda? À l'époque, j'aimais beaucoup le fait de pouvoir aider des personnes en voyant un certain karma qu'on ne pouvait pas voir via l'Ayurveda. Aujourd'hui, avec l'expérience, ce que j'aime beaucoup dans le Jyotish, c'est la magie. C'est la magie et je pense que c'est quelque chose qu'on oublie parfois de voir dans l'astrologie, c'est que c'est quelque chose de très magique. Et il y a tellement de paramètres à prendre en compte que même en lisant une charte, on pourra voir tout, mais est-ce qu'on pourra tout voir parce qu'il y a encore du karma qui est peut-être caché, pas visible dans la charte. Et ce que j'aime maintenant inclure, c'est l'interprétation des signes autour de moi quand je fais une lecture ou quand j'étudie et interpréter le souffle, comment est-ce qu'on respire, comment je respire, comment est-ce que le client ou la personne qui reçoit la lecture respire. Et là, on voit la magie en œuvre, on voit l'univers travailler en cohésion avec les cadeaux qu'il nous a offerts au début, qui sont la charte et l'Ayurveda. Et c'est ça que je trouve beau avec le Jyotish, c'est qu'à chaque fois qu'on se plonge dans une charte, déjà on voit plus, il y a encore plus de magie qui se révèle, et il y a encore plus de magie qui se révèle à l'instant T d'une lecture. Et c'est quelque chose que je trouve absolument fabuleux. Hmm. Et est-ce que tu as justement quelque chose, une anecdote où tu parles de magie et c'est quelque chose qui me touche, qui me parle beaucoup et dont on aime bien parler sur Pawa, voilà, du fait que quand on se rapproche aussi d'une destinée, on peut dire ça comme ça, ou en tout cas de quelque chose qui est aligné avec nous-mêmes. Ça peut être nos valeurs, notre cœur, peu importe ce qu'on est venu faire dans cette vie sur cette terre. C'est vrai qu'il y a une sorte de magie qui s'ouvre. On peut parler de synchronicité ou voilà, on a des signes, il se passe des choses, des rencontres. Et est-ce que tu as une anecdote, quelque chose à nous partager peut-être personnel ou de quelqu'un que tu as accompagné? Par exemple, je me souviens une fois qui a été très marquante. Je devais faire une charte pour une personne et donc je faisais cette charte en audio et il s'avère que je m'étais complètement trompée de date de naissance. Mais alors, rien à voir. Je sais pas ce que j'avais fait à ce moment-là. Je m'étais complètement trompée. J'ai fait mon audio et la personne m'a dit, alors par contre, la date de naissance est fausse, mais l'audio est extrêmement juste. Et en tout cas, ce que j'ai dit de la personne était extrêmement vrai. Et ça m'a fait sourire parce que je me suis sentie vraiment guidée. Je me suis dit, OK, bon, bah, je me suis plantée. C'est vrai, j'ai pas tout fait comme ça, mais on m'a donné les bonnes informations, entre guillemets. J'aurais pu avoir tiré une charte qui n'avait rien à voir et avoir lu les mauvaises infos, mais au final, j'ai tiré une charte qui était très similaire à la charte de la personne. C'était juste pas du tout les bonnes infos de naissance. Et j'ai trouvé ça bah, super beau, en fait. Comme quoi, est-ce que vraiment la charte était utile? Pas tant, au Hmm. final. Ouais, t'étais connectée à la personne aussi, peut-être au-delà de la date de naissance. Il y avait quelque chose, en tout cas, que tu as capté d'elle. C'est merci pour ce partage. Et je pense qu'on peut tous le faire. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'au final, le Joytish, c'est un outil qu'on peut utiliser comme support, comme on utiliserait un tarot, comme Ouais. on utiliserait plein d'autres outils. Mais au final, je pense qu'en observant la vie et en ayant la foi en ce
en l'univers, en Dieu, peu importe comment est-ce qu'on l'appelle, et ben, ce qui doit être fait arrivera et sera juste en fait. Parce qu'on Mm. est déjà dans ce qui est juste pour nous. Mm. Ouais. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus, enfin en tout cas moi je vois autour de moi de plus en plus de personnes qui utilisent des oracles, qui tirent des cartes, qui font du tarot ou de l'astrologie, ça se développe beaucoup beaucoup ces derniers temps et je trouve ça génial parce que ben, c'est vrai que c'est s'ouvrir à la magie de la vie, sortir de quelque chose de mental où on peut, alors même s'il y a beaucoup de calculs, en tout cas de choses voilà très mathématiques pour quand même calculer les cartes du ciel ou voilà, j'imagine que c'est pareil que l'astrologie occidentale, mais on s'ouvre vraiment à autre chose et comme tu le dis à la magie, à l'infini des possibles, on s'ouvre à des perceptions, à des intuitions. Et je pense vraiment que c'est dans l'air du temps, qu'on a besoin de ça en tant qu'être humain, à la fois pour évoluer, pour grandir, pour se reconnecter aussi à une part de nous qui a été très longtemps délaissée enfin dans notre société, quoi. Et puis aussi peut-être pour avancer à travers le chaos dans lequel on est. Hein. Moi, j'appelle ça un peu un chaos. Mais voilà, depuis 1 an et demi, avec la crise mondiale et tout ça et tout ce qui se passe, je trouve que ça nous donne cette force de nous connecter à quelque chose qui est plus grand et qui donne du sens peut-être à ce qui n'en a pas apparemment. C'est-à-dire tout ce qui se passe aujourd'hui, on peut se dire mais ça a aucun sens, ça va jamais se terminer, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on peut être un peu perdu, on peut avoir du mal à avancer en ayant si peu de projections dans le futur. Et en fait, toutes ces pratiques, pour moi, c'est pas pour rien aussi qu'elles reprennent beaucoup d'ampleur aujourd'hui et qu'on retourne à ça, en fait. Elle nous ramène en fait au moment présent, quelque chose qu'on avait oublié au final. Euh, qui était encore dans le moment présent avant la pandémie? Peu de monde malheureusement, et c'était le contexte dans lequel on était. Et la pandémie nous a dit, et si on s'arrêtait un petit peu et qu'on profitait du moment présent? Et c'était, je pense, un moment qui a réveillé beaucoup de monde. Et on le voit aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui se forment sur différentes médecines alternatives, qui sont davantage connectées, qui retournent à la nature, même sans parler de spiritualité au sens dont nous on le parle avec des archétypes. Beaucoup de gens juste retournent à la nature et se reconnectent en fait à la terre et à ce qu'il y a de plus simple. Complètement, ouais. Ouais, ouais. C'est euh, c'est vraiment dans l'air du temps, quoi. Donc, ouais. Et alors, comment ça se passe concrètement aujourd'hui? Alors non, d'abord, j'ai une je vais prendre la question de Deva 2468. Qu'est-ce qui t'a convaincu à la spiritualité indienne? Parce que malgré le fait que les Indiens ont cette spiritualité, mais la grande majorité d'eux sont toujours bloqués matériellement peut-être, je sais pas. Donc voilà, j'imagine que la question c'est un peu ouais, qu'est-ce qui t'a convaincu de te tourner vers la spiritualité indienne puisque tu as grandi plus dans la chrétienté ou le catholicisme. Voilà, donc qu'est-ce qui t'a plu là-dedans peut-être, qu'est-ce qui t'a parlé et puis convaincu d'aller vers ça, même si quelque part on sait pas vraiment aujourd'hui dans quelle spiritualité tu te trouves finalement, parce que tu peux pratiquer l'astrologie védique, j'imagine, et avoir d'autres pratiques spirituelles aussi. Oui. Alors bon, pour clarifier, donc moi j'ai une pratique très védique, ou parfois tantrique, ça dépend. Voilà, j'ai mes mantras que je chante, donc même si je suis pas une puriste, je pense dans ce que je fais. En tout cas, c'est vers quoi je me tends, avec une grande ouverture sur toutes les autres religions, puisque au final, à la fin de la journée, je pense qu'on parle tous de la même chose avec des mots différents et avec des images différentes, mais on va tous faire la même chose. Qu'est-ce qui m'a poussée? Je pense que c'est l'expérience en elle-même. Quand je suis allée en Inde, donc j'avais toujours eu envie d'aller en Inde, et je pense que rencontrer des personnes dans le domaine du yoga qui avaient cette paix intérieure, rencontrer ces gens qui étaient heureux, ça m'a donné envie, en fait, tout simplement, parce que je pense que le but principal du yoga et de la philosophie védique, c'est tout simplement d'atteindre l'éveil, mais aussi d'atteindre la joie pure, à ce qu'ils appellent le bliss ou ananda.
Et c'est surtout ça, en fait, qui donne envie, parce que on voit ces praticiens qui sont heureux, qui ont le sourire, qui aiment la vie. Et moi, j'ai un parcours mentalement un peu difficile, et du coup, avoir vu ces gens dans la joie et dans le bonheur, et ben, ça m'a permis ça m'a tendu une main. Et après, je l'ai expérimenté moi-même, et en l'ayant expérimenté, bah, je peux te dire qu'en tout cas, pour moi, ça marche. Et c'est pour ça que je suis restée dedans, parce que c'est une pratique spirituelle qui me remplit de joie, parce que je la fais vivre et je la nourris au quotidien. Après, pour Mm. parler du matérialisme, ça, c'est une question qui est très intéressante, parce qu'on a tendance à dissocier la spiritualité et le matérialisme. Et les Indiens ne le voient pas du tout comme ça, en tout cas les hindous et dans la culture védique, parce qu'il existe du coup ces quatre dharmas, ces quatre objectifs de vie que nous avons tous, qui sont dharma, artha, kama et moksha. Dharma, c'est vivre notre mission, vivre ce qui est juste pour nous, parce que le terme dharma, c'est vraiment ce qui est juste. Donc, c'est vivre aligné avec nos propres lois internes. Après, on a artha, et artha, c'est la sécurité, l'argent. Ça, c'est quelque chose qui est important dans la culture védique, parce que, bah, comme toute société, la société védique d'antan avait ses règles, avait ses coutumes, il fallait vivre, il fallait avoir une maison, monter une famille. Sinon, les sociétés ne fonctionnaient pas, en tout cas, on n'a pas de famille. Et donc, la notion de sécurité est importante. La notion d'accumulation est différente. Dans la culture védique, on n'a pas cette avarice de vouloir plus comme on aurait tendance dans notre société capitaliste, mais on a le mérite de dire non, mais c'est important de vivre aisément, d'être heureux, de pouvoir manger à sa faim, de pouvoir faire la charité, parce que tout ça, ça nous donne un confort pour nous permettre de travailler notre spiritualité à côté. Après, on a Kama qui sont les plaisirs, parce qu'au travers des plaisirs, de la joie, du jeu, on rencontre le divin finalement. Un peu comme l'archétype de Krishna que certains connaissent, qui est celui qui joue de la flûte. C'est un archétype qui représente le divin, la huitième incarnation de Vishnu. Et Krishna, il y a vraiment cette idée de jeu, d'amusement. Et c'est ça qui a Kama, parce que le divin, il est aussi dans le jeu, il est aussi dans l'amusement. Entre guillemets, Krishna, il nous enseigne qu'il faut vivre ce qui est juste et il faut le faire avec amusement. Et bien sûr, il faut avoir un cadre de sécurité. Et après, l'objectif primaire, qui est quand même le plus important, bien sûr, c'est moksha, la libération spirituelle, l'éveil, la rencontre avec le divin, au travers de nos méditations et de la pratique spirituelle assidue. Mais pour atteindre moksha, bah, c'est important aussi d'avoir cette base matérielle, parce que si on est constamment dans la peur du manque, qu'on ne vit pas aligné, qu'on n'est pas dans ce qui est juste pour nous, c'est beaucoup plus difficile de se concentrer sur le spirituel. Mm. Donc quelque part, en tout cas moi ce que j'entends, c'est que il n'y a pas de séparation comme nous on peut le faire beaucoup en Occident. On a un peu cette tendance-là à séparer beaucoup, et puis ça vient vraiment de notre culture, de notre éducation, et voire même de nos religions, la religion judéo-chrétienne qui a beaucoup séparé en fait le corps de l'esprit et de l'âme. Et et voilà, en tout cas, dans ce que tu racontes, j'entends que tout ça n'est pas séparé, et que quelque part, le matériel n'est pas séparé du divin, et que même le divin s'exprime aussi dans notre lien à la matière, à la terre, à l'argent, et à la sécurité. Il y a pas, la sécurité fait partie du chemin spirituel, en fait, quelque part aussi. Exactement. Et je pense fondamentalement que notre mission, c'est aussi de voir le spirituel et le divin dans chacune de ces choses. Souvent, on nous blâme quand on prend du plaisir, on nous blâme quand on gagne de l'argent, on nous blâme Ouais. quand on fait quelque chose qu'on aime comme métier. Et pourtant, en fait, tout ça, c'est divin de le faire, parce que Mm. je pense, peut-être que j'extrapole, je ne suis pas le divin, mais en tout cas, je pense que l'objectif de cette incarnation, c'est ça, c'est de vivre divinement à travers ces quatre objectifs qui sont essentiels à la vie humaine, en tout cas. Mm. Oui, et puis c'est aussi euh,
incarner ou en tout cas, oui, mettre du divin, comme tu dis, dans les petites choses aussi du quotidien, de la cuisine, de prendre soin des objets en fait. Et ça peut être très spirituel de faire le ménage ou voilà, il y a aussi tout le soin porté à son environnement, mais aussi à son corps, qui fait partie vraiment de toute cette démarche spirituelle. Et c'est marrant qu'on ait cette discussion en fait aujourd'hui. Je vais raconter un peu ma vie, mais moi le mardi après-midi, en fait, je vis dans une grande maison en colocation avec un grand terrain, donc on est plusieurs pour s'occuper du lieu parce que c'est grand. Et donc le mardi après-midi, c'est dans la culture de la maison, c'est ménage et prendre soin du lieu. Et donc on est aidé par une aide ménagère qui vient, mais nous on met tous la main à la pâte et on fait le ménage et on s'occupe du jardin, du potager, etc., du terrain. Et donc aujourd'hui c'était ça. Et je me disais en faisant le ménage justement, je pensais au fait que aujourd'hui souvent on parle beaucoup de charge mentale dans notre société. Et souvent, la charge mentale, c'est lié justement à ces tâches ménagères, aux courses, je sais pas, sortir les poubelles, faire les lessives, entretenir le matériel, la voiture et tout ça. Et ça fait de la charge mentale. Mais je me disais qu'en fait, c'est peut-être aussi parce qu'on voit ces choses-là comme des corvées, en fait. Voilà, tu vois, on met pas de sacré là-dedans. Du coup, ça devient des choses chiantes et ça devient des corvées et donc forcément bah oui ça crée de la charge mentale parce que c'est peut-être des corvées mais en fait il faut quand même les faire et on peut pas vivre sans s'occuper de la matière, de ce qui est concret quoi, aller faire les courses, manger, on en a besoin en fait, on habite quand même un corps donc on est obligé de gérer ça. Et je me disais, et si la charge mentale, c'était finalement pas les choses qu'il y a à faire, les courses, la cuisine, mais le fait de ne pas mettre de conscience là-dessus, de pas habiter ça de conscience. On n'est pas obligé de parler de religion ou de spiritualité d'ailleurs, mais juste de mettre de la conscience là-dessus et de se rendre compte que, bah ouais, nettoyer sa maison, c'est prendre soin de soi, c'est se donner de l'amour, c'est quand même le lieu où on vit, où on partage des repas. Enfin, c'est sacré en fait, une maison, un corps, une cuisine. Et donc quelque part, je trouve que cette notion de charge mentale dont on parle énormément, elle est vraiment significative de notre société aussi et du mal-être qu'on a à vivre dans notre société où on a vraiment, pour le coup, retiré le sacré de tout, quoi. On a vidé notre vie de son essence presque. Mais carrément, carrément, parce que et là, c'est tout par rapport à, encore une fois, à la pleine conscience, à la méditation, à la dévotion dans nos actes. Se dire que, bah voilà, quand on passe le balai, on le fait avec le cœur parce que faut le faire. Je pense que on a aussi trop été habitué à avoir tout de suite et à être aussi très distrait par cette société de divertissement. Et c'est vrai que se reconnecter à des choses plus simples, comme faire le ménage, la cuisine, bah, des fois, on n'a pas envie parce qu'on a envie que notre mental en tout cas veut retourner à ces distractions, regarder la télé et plus penser à rien. Alors qu'en fait, on se rend pas compte qu'on peut ne pas penser en faisant des actes du quotidien et en étant simplement dans la pleine conscience. Mmh. Ouais, complètement. Et c'est vrai que moi, c'est des moments d'extase, quoi. Enfin, tu vois, j'adore quand on est tous ensemble et qu'on prend soin d'un lieu. Et c'est vraiment des moments de communion à travers une activité qui peut paraître complètement banale, mais en fait, ça nous permet de nous rassembler parce que mine de rien, on vit tous ensemble, on partage un même lieu, mais on a tous des activités. Voilà, on est très occupés comme tout le monde. Et en fait, quelque part, c'est autour de ces après-midi soins de la maison qu'on arrive aussi à se voir, à passer du temps ensemble. Et ça donne énormément de sens à notre vie en communauté parce que quelque part, nous, notre souhait, c'était pas juste de partager un loyer et une maison, c'était vraiment de vivre ensemble, de partager des repas, d'avoir une culture commune, en fait. Voilà, vivre des rituels, des temps forts, en fait. Et le ménage en fait vraiment partie aujourd'hui. C'est plus uniquement quand on fait des rituels ou des randos ou des bivouacs en nature ou des soirées champs ou voilà qui sont très chouettes, mais c'est aussi les après-midi ménage qui font pour moi qui donnent énormément de sens à cette vie en communauté. Et oui, c'est dommage, je trouve qu'on méprise ces moments-là ou
ouais, qu'on méprise ça, quoi, la cuisine, prendre soin d'un lieu, ça devienne des corvées, c'est dommage. Je trouve on se prive d'une chose assez incroyable quand on l'habite vraiment, quand on est conscient de ce qu'on fait au moment où on le fait et qu'on est vraiment heureux parce qu'on se rend compte que c'est du soin, c'est de l'amour, c'est de la présence pour soi, c'est génial en fait. Et carrément, et je pense qu'on a vraiment perdu la communauté, le lien communautaire qu'on avait il y a quelques années et qu'aujourd'hui on a cette idée très individualiste et on a perdu ces moments de groupe qui nourrissent en fait nos cœurs quand on fait quelque chose avec quelqu'un, même si c'est quelque chose de bête comme faire la cuisine ou le ménage. Et on a perdu ce sens-là parce qu'on est attrapé par nos écrans, on est attrapé par nos distractions et on ne sait plus au final profiter de ces moments-là qui sont essentiels et incroyables en fait quand on y pense. Ouais, complètement. Et c'est vrai que, ouais, c'est ça. C'est vrai que alors, bon, moi, je suis jamais allée en Inde, mais j'ai déjà fait des retraites dans des ashrams en France où du coup, il y a le seva où on aide à la vie en communauté. Et c'est des moments incroyables, d'une joie où on est vraiment ensemble et on cuisine tous ensemble et on est trop content de servir la communauté, en fait. Il y a vraiment une joie à ça. Et c'est vrai, comme tu dis, il y a cette notion aussi de communauté qui s'est perdue, où aujourd'hui on vit très seul, en fait, voilà, très coupé des autres. Et puis on a voulu aussi peut-être aller vers la facilité de se libérer de certaines tâches qui pouvaient être peut-être rébarbatives. Et donc voilà, bon bah c'est bien, on a fait l'expérience, mais c'est vrai que moi d'y revenir aujourd'hui, ben, je trouve qu'il y a ça donne vraiment du sens à être un être humain, quoi. Juste, voilà, on est là on est là pour un temps limité et ça nous ramène à ça, quoi, à la matière, à notre finitude, au fait on est juste des êtres humains. C'est déjà bien et c'est super et on peut faire des choses de l'ordre du divin parce qu'on a cette part-là en nous. Mais on est aussi de la matière et il faut gérer notre matière. Et ce qui me fait penser à ça, c'est aussi la façon qu'on a de gérer nos déchets. Alors là, je pars dans mes trucs, hein, mais de mettre si peu de conscience à nos déchets, quoi, c'est incroyable, quoi, de voir le peu de conscience qu'on a à avoir créé un système et une société qui produit autant de déchets, au lieu voilà, d'être dans quelque chose de circulaire comme ça a toujours été et comme la nature fonctionne. Et de mettre si peu de conscience aussi sur nos déchets vraiment corporels, nos toilettes, quoi, et d'envoyer nos déjections dans de l'eau potable. Enfin, c'est aberrant quand on y pense. Et ouais, voilà, moi, tout ça, c'est des questions que j'ai en ce moment par rapport à ma vie que j'ai ici, évidemment, puisque bah, voilà, on construit aussi ce lieu avec la volonté d'être le plus écologique possible et de passer petit à petit sur des toilettes sèches et une phytoépuration pour gérer l'eau. Et c'est des questions qui aujourd'hui nous paraissent en fait, on se creuse la tête parce qu'on est parti très loin de tout ça, alors que c'était juste normal, quoi, de vivre comme ça avant. Et je pense que ça vient aussi, tu vois, pour revenir encore une fois à la communauté, mais ça vient de Ahimsa, la non-violence. Je pense qu'on a Hmm. perdu ce terme-là, en tout cas en Occident, parce que si on vivait la non-violence, eh ben, on verrait que la Terre, c'est un organisme vivant et on n'aurait pas envie d'émettre une quelconque violence sur cet organisme. En tout cas, on voudrait y avoir le moins d'impact possible. Et du coup, c'est juste incroyable de voir ces mouvements qui renaissent comme la permaculture ou, Ouais. voilà, trier ses déchets, même juste moins consommer de viande aussi. Ce sont des mouvements qui viennent de plus en plus, enfin, qui prennent de l'ampleur. Et c'est super important parce que plus on va revivre en communauté, plus du coup on va se reconnecter à la non-violence, à Amisha, parce qu'on va voir l'autre comme une réflexion de nous-mêmes. Et on va aussi voir le divin dans l'autre finalement, comme on pourrait le voir en nous-mêmes. Et c'est là où on va se dire, mais oui, faut qu'on fasse des choses dans la non-violence. Il faut que vraiment ce mouvement il prenne de l'ampleur. Parce qu'on ne peut Ouais. plus continuer dans cette violence perpétuelle. Et c'est ça, je pense aussi, qui déconnecte les hommes. C'est d'être dans cette violence perpétuelle envers la terre, envers les animaux, envers nous-mêmes, déjà, en tant qu'être Hmm. humain. Puis ça se voit dans les conflits armés qui se passent actuellement. Et ouais, on a besoin de reconnecter à ces valeurs-là. Super Ouais, important. complètement. Et c'est ça qui fait que moi, toutes ces pratiques,
bah, je les porte dans mon cœur et je suis contente qu'elles prennent de plus en plus d'ampleur, comme tu le dis, parce que c'est vraiment des pratiques qui recréent du lien. Enfin, qui créent du lien et là aujourd'hui du coup qui en recréent parce qu'on est quand même très coupé de tout. On a beaucoup séparé les choses et voilà, l'Ayurveda, la médecine chinoise, la naturopathie, c'est des pratiques qui sont holistiques et qui replacent l'homme dans sa globalité avec tous ses corps et dans son environnement et dans la nature et ça recrée du lien. Et on en a vraiment besoin pour être bien en fait, pour justement comme tu dis être ancré, aligné, être avoir une posture juste vis-à-vis de nous-mêmes et des autres et se sentir un avec les autres et un avec la terre. Donc, comme tu dis, évidemment, bah, prendre soin des autres et prendre soin de la terre, ça devient logique en fait, parce que c'est tout ce qu'on fait aux autres, on le fait à soi-même. Donc, C'est ça. Et du coup, c'est tout le concept de dharma, du terme dharma, de faire ce qui est juste. Et c'est génial que tu parles de ça parce que moi, je trouve que ça résonne vraiment avec du coup la formation que j'ai proposée sur Pawa parce que le dharma, c'est ça. C'est fondamentalement ce qui est juste. Et c'est super important, nous, en tant que citoyens du monde, de nous repositionner avec une vision de ce qui est juste pour la terre, pour les animaux, pour les humains, en fait, pour tous les êtres vivants, tous les organismes sont là, qui vivent sur Mama Earth et on doit vraiment voilà se reconnecter à ce qui est juste pour qu'on puisse survivre parce que là au final c'est un peu notre survie aussi qui est en jeu. ouais, complètement. Oui, bah, du coup, c'est super que tu reviennes sur le sujet du jour. Même si on va pas non plus spoiler ta formation pour en laisser quand même un petit peu à ceux qui n'ont pas encore vu la formation. Mais voilà, si tu as envie de dire quelques mots justement sur ce qu'est le dharma ou voilà introduire un petit peu cette notion qui est qu'on connaît de nom mais sans vraiment connaître finalement, je pense. Donc pour revenir à ce que je disais en introduction, il y a vraiment trois objectifs primaires. C'est de un, trouver un but à notre vie, une mission, pourquoi est-ce qu'on est là, créer un monde juste, avoir des actions qui sont justes et comprendre que nous sommes plus que l'existence matérielle. Et donc, du coup, on relie ces trois objectifs à Dharma, pour un but à sa vie. Après, on a Karma, donc des actions qui vont être justes pour nettoyer nous, notre karma, et puis pour réaliser quelque chose de bien pour le monde et pour notre entourage, pour nous-mêmes aussi. Et après, on a réalisé qu'on est plus que l'existence et transcender nos souffrances ou dukkha. Donc ça, c'est vraiment trois objectifs qui sont fondamentaux en fait dans la culture védique. Et de ces objectifs-là, en fait, vont découler les quatre dharmas primaires dont on a parlé tout à l'heure, qui sont vraiment inhérents encore une fois à la culture védique. Trouver un but à sa vie, ça veut dire faire une mission qui nous plaît, qui résonne avec nous, en avoir la sécurité financière, se faire plaisir, tout en réalisant qu'on est plus que notre corps, donc moksha. Donc c'est vraiment transcender ces souffrances. Il y a vraiment cette idée de transcender euh, nos souffrances à la fois physiques et mentales, et en vivant notre dharma et en faisant ce qui est juste à travers nos actions, karma, on arrive en fait à nettoyer un peu toutes ces souffrances et à nous libérer. Et c'est vraiment ça en fait le but fondamental de la culture védique. Euh, donc ça, c'est vraiment très simple à appliquer finalement. Tout le monde peut appliquer les quatre dharmas. Il suffit juste de se donner des objectifs concernant chacun des quatre dharmas pour du coup s'aligner et aligner notre mission, en fait, aligner nos journées par rapport à ça. Des fois, ça peut être des petites choses. Ça ne demande pas forcément de changer toute sa vie, mais ça peut être un petit truc. On sait que notre destinée naturelle, par exemple, c'est quelque chose qui vibre en nous depuis petit en général. Donc, si on a envie, par exemple, de voyager depuis qu'on est plus jeune mais qu'on l'a jamais fait, c'est qu'on réalise pas l'entièreté de notre potentiel. Donc, peut-être que ça vaut le coup de se dire, bah, ok, j'ai jamais voyagé, mais j'ai toujours rêvé de faire ça, je vais faire un petit step, un baby step pour aller vers cette destinée-là. Donc ça, c'est vraiment le but en tout cas des dharmas, de ce que c'est. Alors j'espère que je l'ai bien résumé. Ouais. Et du coup, tu Super. dis donc il y a quatre dharmas. C'est ça. Donc comme on les a vus, il y a dharma qui là est vraiment vivre selon notre loi naturelle, vivre notre destinée. Et c'est incroyable le nombre de personnes qui ne vivent pas leur destinée. Le nombre de personnes qui ont des rêves et qui ne vont pas vers ces rêves-là.
pour moi, aucun rêve n'est irréalisable. Il est irréalisable si on n'y croit pas assez fort. Pour moi, si on a un rêve, c'est quelque chose qui dort en nous depuis longtemps, il faut aller le chercher. Et il faut mieux être mauvais à vivre son dharma qu'être bon à vivre le dharma de quelqu'un d'autre. Donc il faut mieux se lancer, être mauvais, et c'est pas grave, mais être heureux parce qu'on vit ce qu'on doit vivre en fait, tout simplement, plutôt que de vivre quelque chose d'autre qui n'est pas du tout pour nous en fait. Parce que la déception de n'avoir pas réussi quelque chose qui est aligné avec nous, c'est une déception, c'est une douce déception parce qu'on sait qu'on peut s'améliorer. Alors que la déception de vivre une vie qui n'est pas la nôtre, qui est fade, qui n'est pas enrichissante et qui ne nous apporte pas la joie, elle est beaucoup plus douloureuse sur du long terme. En fait, c'est mon point de vue. Après, on a ARTA, qui est la sécurité financière. Donc là, pour revenir encore une fois sur le domaine de l'argent ou de la famille, c'est super important. Alors, bien sûr, si on choisit la voie ascétique de moine, ARTA n'aura pas de sens. Mais ça, c'est quelque chose que l'on peut étudier au travers d'une charte. Moi, quand je vois une charte Jyotish, je peux voir qu'il y a des influences planétaires plus fortes dans un dharma ou un autre. Et effectivement, la charte de quelqu'un de monastique n'aura pas du tout la même tête que la charte de quelqu'un qui va avoir 5 enfants et une famille bien remplie. Mais en tout cas, pour les personnes qui ont un ménage, une famille, la sécurité, c'est important. Et c'est pas du matérialistique, c'est pas penser qu'à ça. C'est juste prendre en considération que pour vivre, pour manger, pour s'éduquer, pour s'évoluer, il faut des biens financiers et c'est OK. Après, on a Kama, les plaisirs. Quelque chose qu'on renie encore une fois beaucoup en Occident, mais c'est super important de prendre du plaisir à faire ce qu'on fait. Moi, une des choses avec laquelle je discute beaucoup lors de mes consultations, c'est qu'est-ce que tu ferais gratuitement si tu avais autant d'argent que tu souhaitais. C'est ça finalement notre destin. Et qu'est-ce qu'on ferait gratuitement qui nous procure du plaisir. Là, dès qu'on commence à toucher à ça, on commence à toucher à notre dharma, parce que notre dharma, de façon inhérente, il va nous produire kama, du plaisir. Après, c'est pas chercher que du plaisir non plus. C'est tout un équilibre. Parce que si on va chercher que du plaisir, que du plaisir, que du plaisir, on va pas non plus trouver l'équilibre nécessaire pour apprendre à gérer les difficultés et gérer les plaisirs. Parce que la vie, c'est du coup trouver cet équilibre entre souffrance et plaisir pour du coup manager un petit peu ce qui nous arrive, toute cette palette d'émotions qui nous arrive dans cette vie. Et le dernier dharma, qui est, je le dis en dernier et en même temps, il est vraiment transcendant par rapport à tous les autres dharmas, c'est moksha. Moksha, c'est l'éveil spirituel, c'est la connexion au divin. Et ça, moksha, il est réalisable pour tout le monde. Tous les êtres sur Terre sont capables de réaliser le divin, capables de se reconnecter avec Dieu. Là, vraiment, il n'y a pas de doute là-dessus. Et ça doit être la mission primordiale de chaque être vivant. Et donc, en parallèle de rechercher le divin, on doit vivre notre destinée, on doit avoir une sécurité financière et se faire plaisir. Et la clé, c'est que chacun de nous, on a un dharma qui est un petit peu plus important dans notre vie. Et se concentrer sur ce dharma-là, sans oublier les autres, mais se concentrer dessus, le réaliser, c'est aussi nous donner après du temps pour nous concentrer sur moksha et sur la recherche du divin au travers d'une pratique spirituelle. Donc, pour faire plus simplement, on peut découper notre journée de façon très simple en 6 heures. Par exemple, on peut faire 6 heures pour vivre aligné avec notre mission, 6 heures pour faire de l'argent, 6 heures pour faire plaisir et 6 heures pour moksha. Alors, ça laisse pas beaucoup de temps pour dormir, sachant qu'on peut quand même donc un temps d'éveil, mais on peut rétablir un petit peu ces horaires-là en fonction de ce qui nous parle le plus. Rien que rajouter 1 heure pour travailler sur notre dharma, notre destinée, ça peut être déjà 1 heure ultra importante dans la vie de quelqu'un qui a un job 9h, 5h du soir et qui a déjà en fait très peu de temps à se consacrer à ce qu'il aime vraiment. Et c'est des petits détails comme ça qui font qu'on est de plus en plus aligné avec notre Complètement, ouais. Ouais, merci beaucoup pour ces éclairages. C'est plus clair, ça donne très envie d'aller voir ta vidéo. Je ne l'ai pas vue encore, mais avec grand plaisir d'aller la découvrir, d'en savoir plus.
Et je vois l'heure qui tourne, ça passe tellement vite quand on est animé par un sujet comme ça. Et merci pour tout ce que tu nous apportes. Il y a une petite question de Deva. Est-ce que tu comptes encore voyager avec toutes ces procédures sanitaires? Voilà, je glisse la question là. Alors pour l'instant, c'est pas au programme au vu des procédures sanitaires. Déjà, voilà, enfin, je suis pas légalement capable de passer les frontières. Maintenant, j'aimerais le faire. J'aimerais revoyager. J'aimerais surtout retourner en Inde, forcément. Après, pour moi, le fait de m'être stabilisée en France, ça m'a permis de travailler avec beaucoup de calma, avec beaucoup de choses qui devaient être travaillées. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes, surtout si vous êtes des voyageurs comme moi. On a tous un petit peu pris sur nous en nous disant qu'on ne pouvait plus voyager. Donc, j'espère qu'on pourra revoyager. Encore une fois, pour reparler très rapidement géopolitique, etc., faut pas oublier que on est acteur de notre politique, comme on est acteur de notre environnement, comme on est acteur de notre société. Donc voilà, vivez votre dharma et écoutez votre cœur si vous voulez voyager, voyagez et écoutez, voilà, faites vraiment ce qui résonne avec vous. Raisonnez pas avec la peur de la situation dans laquelle on est actuellement. Il y a des possibilités pour voyager. Euh, du coup, voilà, je pense que c'est encore possible. Complètement, ouais, tout est toujours possible, c'est qu'une question de choix. Mm. Exactement. Ouais. Ok. Alors, quelques petites dernières questions là pour finir sur notre belle lancée. En tout cas, ça donne une belle introduction et ça donne vraiment envie d'aller en savoir plus. Selon toi, de quoi le monde a besoin aujourd'hui? De personnes qui vivent leur mission, vraiment. De personnes qui vivent. Soyez heureux d'être en vie parce que c'est un super beau cadeau et vous savez pas la chance que vous avez d'être ici et justement tous les matins dites-vous à quel point vous avez la chance d'être et faites ce qui vous plaît. Hmm. Merci. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a inspiré, guidé sur ta route et que tu aimerais nous partager le titre aujourd'hui, dont tu aimerais partager le titre? Absolument, si vous êtes passionné par les dharmas, il faut absolument que vous lisiez les 5 types de dharma de Simon Chokwaski, qui est mon enseignant et à qui je donne entièreté de tout ce que j'ai pu vous dire. Voilà, je donne crédit de mes connaissances à Simon. Il faut parler anglais, malheureusement, hein, là, pour le coup, je ne pourrais pas vous créditer quelqu'un de français. Mais voilà, il y a aussi donc du même auteur hein, de Simon, ce petit livre qui parle des dharmas. Donc ici, on aborde les 4 dharmas primaires, mais on aborde aussi les types de dharmas qu'on aborde dans la formation PAWA, qui sont nos archétypes primaires qui vivent en nous. Et voilà, si vous êtes bon en anglais, ou en tout cas si vous avez des bases, je vous invite vraiment à regarder ces 2 livres de Simon Chukowski qui traitent très très bien des dharmas. Hmm, super. Est-ce qu'il y a une personne qui t'a inspiré aussi, guidé, éclairé sur ton chemin, un mentor, un coach, un gourou, un maître, et dont tu aimerais rendre hommage en citant son nom? Et ben encore une fois, je pourrais pas dire à quel point j'ai appris aux côtés de Simon Chokowski. Ça a été vraiment mon déclic. Même s'il n'a pas été mon premier enseignant en joystick, et il est encore aujourd'hui. Il a été celui qui m'a vraiment inspiré à en apprendre encore davantage sur le joystick. Et bien sûr, j'aimerais rendre hommage à BNS Tegar, qui est mon premier gourou, avec qui j'ai appris l'Ashtanga Yoga à Mysore. Donc voilà, tous les passionnés de yoga qui voudraient se former au pranayama et au yoga avec une façon très traditionnelle, en tout cas l'Ashtanga Yoga, je vous invite à regarder la fondation créée par BNS Singar et peut-être vous rendre sur place pour en savoir plus. Hmm, génial. Et alors, par rapport à ta vidéo, ta formation, est-ce que tu as envie de dire 2 mots avant qu'on se quitte? Peut-être sur le format, est-ce qu'il y a beaucoup de théorie? Est-ce qu'il y a un peu de pratique? Et puis peut-être à qui ça s'adresse, même si j'imagine que ça peut intéresser tout le monde, mais il y a peut-être voilà, vraiment des personnes à qui ça peut vraiment donner des clés. Je pense à toutes les personnes qui savent pas
qui elles sont réellement et comment est-ce qu'elles ont envie de se montrer au monde. Je pense que cette formation, elle va vous aider à trouver l'archétype, l'image qui vibre en vous. Alors, il y a de la théorie, bien sûr, mais il y a aussi un petit quiz, parce que j'aime beaucoup les quiz et parce que c'est aussi très sympa, bien que ce soit un quiz plus dans l'idée d'un quiz plutôt qu'une réelle étude, comme on pourrait l'avoir dans une étude de thème. Le quiz devrait vous donner une idée de si vous êtes un outsider, un travailleur, un guerrier. Et si vous ne savez pas encore comment vous devez agir dans votre vie, j'espère que cette formation, et notamment avec l'histoire des taxis, je tease un petit peu, mais une petite histoire avec les types de dharma qui devrait vous inspirer, je l'espère, à vivre du coup votre archétype et à vous sentir plus heureux et à mieux vous comprendre en fait finalement, à vous retrouver et à Hmm, génial, merci. Donc du coup, toi, tu pratiques. Est-ce que tu veux dire deux mots aussi sur ce que tu fais, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on te contacte et puis ce que tu proposes en fait comme accompagnement, service ou Alors, je propose des lectures complètes Joytish. Ça, ce sont des lectures qui durent 2 heures, dans lesquelles on aborde énormément de sujets. Dans cette lecture, j'offre toujours un ou plusieurs mantras. J'offre aussi une divinité hindoue avec laquelle la charte de la personne résonne. On fait une étude de l'astrocartographie, donc pour voir un petit peu les lieux dans le monde qui nous correspondent le mieux. On étudie donc nos dharmas, bien entendu, quel est l'archétype primaire, ainsi que les quatre dharmas et comment du coup trouver notre mission et en fait vivre notre véritable nature. Hmm. Donc ça, c'est vraiment la consultation complète. J'analyse aussi, bien sûr, plein d'autres choses, mais là, on pourra encore en parler très longtemps. Et après, je divise, donc j'ai d'autres consultations qui sont plutôt des blocs à thème qui font partie de la consultation globale. Donc j'ai des consultations d'astrocartographie, des consultations sur les dharmas. Je fais aussi des planifications d'événements, donc pour les mariages, pour planifier un voyage ou un grand changement dans une vie. Je choisis la bonne date astrologiquement parlant pour avoir les meilleurs auspices des planètes. Euh, je fais aussi donc de la lecture de mantra, donc avec la divinité. Cette lecture, elle me permet aussi de voir quel est le son qui résonne le plus avec la personne pour éventuellement nommer une formation, nommer un projet, nommer une entreprise. Ça, c'est des choses très concrètes du Jyotish qu'on peut faire avec l'utilisation du sanskrit, qui est la langue originelle des Védas. Et enfin, je fais des interprétations de rêves. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et qui sont en lien avec ce qu'on appelle Nimitta, les signes de la vie, parce que je pense que tu sais aussi que les rêves ont une énorme importance dans notre vie. Ouais. Et voilà. Ouais, Hmm. Ouais, j'allais le dire tout à l'heure quand tu parlais du sommeil et de découper sa journée en 4 fois 6 heures et que ça restait pas beaucoup de temps pour dormir. Et je disais, ben, sauf, je l'ai pas dit, mais j'ai pensé, sauf si le sommeil, ça fait partie d'un plaisir, puisque un des quatre, c'est chercher aussi à aller là où il y a du plaisir. Je sais que moi, en tout cas, c'est un de mes, enfin, pas, peut-être pas un de mes plus grands plaisirs, mais j'adore dormir, j'adore le soir, j'adore me mettre dans mon lit et c'est trop bien, quoi. Donc, ouais. Et notamment, grâce aux rêves, parce que j'ai toujours eu un lien très fort avec mes rêves depuis que je suis petite, je les écris dans un carnet, tout ça. Donc à chaque fois pour moi le soir c'est ok, qu'est-ce qui va se passer cette nuit et je suis trop excitée. mais c'est trop bien. Le soir, c'est à quelle action il va se passer dans mon rêve, où est-ce que je vais aller, qui je vais rencontrer. Et c'est C'est génial. ça. Parce qu'après, tu te lèves le matin et tu te dis, ah, qu'est-ce qu'on a voulu me dire alors? C'était qui cette personne? Et c'est trop bien. Enfin, moi, j'adore. Ça me fait vibrer. Ouais, génial. Bah écoute Justine, je suis ravie. Je vois qu'il y a encore des petites questions de d'Eva, mais peut-être que tu pourras prendre contact directement avec Justine parce que là c'est l'heure. J'imagine qu'on peut de toute façon te contacter donc sur Instagram, sur ton site pour retrouver toutes les infos de ce que tu proposes et te contacter directement. Donc n'hésitez pas. Et puis pour tous les autres, il y a donc la formation qui est disponible sur pawa.school. Donc voilà, il faut être abonné pour avoir accès. Et puis, bah, nous, on se retrouve jeudi pour une prochaine interview. Et Justine, merci beaucoup pour ton temps. J'ai été ravie de ce temps passé avec toi et merci pour tout ce que tu nous as transmis.
Merci à toi, merci à tous les viewers et puis je vous dis peut-être à très vite. Ouais, avec plaisir. Belle soirée à tout le monde. Belle soirée.